charmeur se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. On l'apprenait dans le Journal de Montréal cette semaine, 150 médecins spécialistes qui passent du public au privé, qui disent à leurs patients, écoute, si tu veux que ça aille un petit peu plus vite, suis-moi donc au privé, ça va prendre quelques semaines, alors que si tu restes au public, oui, je vais te mettre sur ma liste, mais ça va prendre mois, voire quelques années. Les médecins sont-ils les vaches sacrées des Québécois? On en discute avec Philippe Lorange, qui est étudiant à la maîtrise en sociologie. Salut Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les médecins sont les vaches sacrées et peuvent faire ce qu'ils veulent dans un contexte où, dans un contexte de pénurie, de difficulté d'accès? Aussi, le Québec est une société vieillissante. Donc, le médecin est une figure centrale de la société québécoise d'aujourd'hui. Et la question à savoir si les vaches sacrées des Québécois revient depuis le milieu des années 2010. Le philosophe Christian Saint-Germain, qui enseigne à l'UQAM, a écrit une suite de pamphlets mais sur le mouvement indépendantiste et à la fois sur le réseau de la santé québécois. Puis il voyait les médecins comme des nouvelles vaches sacrées. Et ça se voit notamment dans la manière dont les salaires sont distribués, puis dans toutes sortes de combines qui sont faites par certains médecins pour avoir encore plus d'argent. Parce qu'il y a comme une sorte de volonté gargantuesque d'aller encore plus loin, toujours plus loin. Puis on le voit, là, avec cette stratégie-là, les médecins, on voit très bien qu'il y en a plusieurs qui se croient vraiment tout permis. C'est-à-dire qu'ils disent, regardez, déjà qu'ils font un très grand salaire, mais ils disent, je peux aller encore plus loin en allant au privé temporairement puis en revenant au public. Parce qu'on apprend dans l'article que ça se fait facilement. On peut facilement aller au privé puis revenir au public rapidement. Tu peux te désaffilier pour un certain temps. C'est permis, là, puis après ça, tu réintègres. Mais est-ce que... je sais pas si c'est... Bon, là, tu parles de combine, mais je pense qu'à un moment donné aussi, il y a une question de priorité opératoire. Je pense que si le médecin se faisait dire... je suis curieuse de t'entendre là-dessus, mais si tu es un médecin spécialiste puis tu te fais dire, écoute, tu vas pouvoir opérer de 9h à whatever, ce que tu veux dans ta journée, tu opéreras bien le temps que tu veux, puis 5 jours ou 7 jours semaine, autant que tu veux. Puis écoute, il manque pas de gens à opérer au Québec, là, on s'entend là-dessus, là, quand on regarde les listes d'attente. S'il se faisait dire opère tant que tu veux, je pense pas que c'est par choix nécessairement qu'ils vont vers le privé. En tout cas, OK, pas tous. Je pense qu'il y en a certainement un certain nombre qui va par défaut à un moment donné, faut que tu opères dans tous les sens du mot. Non, je comprends, mais en même temps, parce qu'il y a plusieurs pratiques par le passé qui nous montrent qu'il y a comme une espèce de... Ça devient un peu le Far West, le réseau de la santé québécois. Parce qu'on l'a vu, par exemple, par les primes assiduité, primes réunion, primes jaquette. Donc, tous ces primes-là nous ont montré que les médecins peuvent faire vraiment beaucoup d'argent parce que le système est vraiment laxiste, permissif. Puis, on sait qu'en 2022, il y a eu 7,5 milliards de dollars des fonds publics qui sont allés juste dans le salaire des médecins. Alors que les infirmiers, qui sont encore plus nombreux, ont reçu une enveloppe encore moindre. Donc, il y a vraiment comme un laisser-faire. Puis quand on parle de ce sujet-là aux Québécois, ils ont tendance à dire « oui, mais ils sauvent des vies ». Donc, c'est correct qu'on investisse beaucoup d'argent là-dedans. Mais l'affaire, c'est que il y a plusieurs médecins, malheureusement, qui vont étudier là-dedans pour des raisons monétaires, financières. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on est encore avec le médecin de la campagne qui veut aider les malades. Évidemment, il y en a qui sont comme ça, qui sont vraiment honnêtes dans le métier, mais il y en a qui vont dans le métier d'abord pour l'argent. Et on le constate non seulement par cette stratégie-là, mais aussi par plusieurs autres compagnies. Je parlais notamment des primes, mais aussi, on sait aussi que chez les ophtalmologistes, il y a une stratégie pour faire beaucoup d'argent, qui est le traitement de la cataracte. Parce que la manière dont la chirurgie de la cataracte est rémunérée, elle est rémunérée de la même façon qu'il y a une dizaine d'années. Mais depuis une dizaine d'années, il y a une nouvelle innovation qui s'est faite, de telle sorte que le traitement de la cataracte se fait 4 fois plus rapidement. Mais la rémunération est la même qu'il y a 10 ans. Donc, un médecin ophtalmologiste peut faire beaucoup d'argent en appelant ses patients pour dire, voyez, on peut faire un traitement à la cataracte. Puis, ils font exprès d'aller rejoindre des gens qui ont la cataracte pour faire encore plus d'argent comme ça. Donc, on voit que chez différents médecins spécialistes, il y a toutes sortes de stratégies qui sont adoptées pour faire le maximum d'argent possible. Puis, on sait que dans les dernières années, il y a même plusieurs médecins qui ont fait plusieurs millions de dollars dans leur seule année. Il y a un ophtalmologiste notamment qui a fait 2,6 millions de dollars juste dans son année 2021. Donc, il y a plusieurs médecins millionnaires comme ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment que la société québécoise sorte un peu de son idée que les médecins, c'est des gens qui sauvent des vies, que c'est des vaches sacrées. Il faut essayer de vraiment jeter un éclairage sur ce qui se passe, faire une vraie enquête sur ce qui se passe. Je sais pas si c'est des vaches sacrées, mais tu sais, moi, peut-être, Philippe, je sais pas, moi, j'ai travaillé longtemps dans le réseau de la santé, là. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de...
j'ai rencontré beaucoup de médecins à travers ça, puis je continue de penser, tu sais, je dis, bon, ça, il y a quand même, écoute, je pense qu'il doit être plus que 20 000, mettons, là, mais, tu sais, je continue de penser que c'est pour la plupart des gens qui ont vraiment la vocation, puis, tu sais, c'est pas toujours évident, il y a beaucoup de contraintes, là, tu sais, je veux dire, comme médecin, tu peux pas nécessairement aller t'installer où tu veux, dans la région que tu veux, c'est pas tout le temps aussi facile qu'on le souhaite, mais après ça, t'sais, oui, il y a des exemples comme ça de machines à cash, mais bon, ça, je pense que tu en as probablement dans toutes les... je veux pas dire dans toutes les professions, mais tu sais, je me dis, j'avais cette réflexion-là dernièrement où je me disais, est-ce que dans la façon aussi qu'on recrute, je t'amène ailleurs, mais tu sais, pour rentrer en médecine... c'est les notes les plus fortes, là. Ouais. C'est la cote R, le cote R au cégep. Oui. Bon, c'est ça, c'est la cote R, tu sais. Puis un des enjeux qu'il y a souvent, c'est de se dire, ben là, tu vas aller chercher les high achievers, ceux qui sont comme go, 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 go. Peut-être que tu vas aller chercher ce genre de profil-là. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi ils veulent tous aller en spécialité, parce que c'est plus... c'est mieux vu, c'est plus glamour, c'est plus payant aussi. Alors que si tu faisais des espèces de comités de sélection, un peu comme se fait aux États-Unis, entre autres, dans d'autres spécialités, dans d'autres disciplines, tu irais peut-être chercher des gens qui ont plus la vocation du patient et moins la vocation de la carte de crédit. En effet, mais parce que là, c'est dans le cas québécois, il faut comprendre qu'il est vraiment quand même très particulier. Parce qu'en France, les médecins sont vraiment pas payés aussi cher que ça. Il y a vraiment un cas particulier parce que au Québec, on investit énormément d'argent dans le réseau de la santé et on n'a pas les services nécessaires de base. On est quasiment dans le tiers-monde, là, parfois. Là. Je me rappelle, il y a quelques années, Radio-Canada disait que... Non, mais t'as raison. Je veux dire, quand t'es pas capable d'avoir accès, tu sais, pour toi, pour ton enfant, je veux dire, quand tu fais ça me dépasse encore, effectivement, les délais pour avoir accès à un médecin pour quelque chose de base. Radio-Canada disait que les urgences québécoises étaient les pires du monde occidental. Donc là, on inclut là-dedans l'Europe de l'Est, qui n'est pas très riche, là, ni l'Europe centrale. Donc c'était le système québécois qui est le pire. Puis, en plus... Non seulement on investit énormément de nos impôts et fonds publics là-dedans, mais en plus, si on veut vraiment recevoir un traitement, il faut aller au privé puis payer de sa poche. Donc, il y a vraiment un gros problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis dans toute cette histoire-là, je pense que oui, évidemment qu'il y a des médecins qui sont là vraiment pour la vocation parce qu'ils aiment les gens et tout ça. Mais je crois que malheureusement, chez les nouveaux médecins, c'est de moins en moins vrai. J'ai une amie qui est étudiante en médecine qui me disait, regardez, moi, mes collègues, je leur parle puis ils me parlent tous d'argent. Là. C'est la priorité qui revient constamment. Donc, puis on le voit dans les salaires des médecins spécialistes, les gastros font 473 000 par année en moyenne. Les radiologistes, on est dans les 800 000 ophtalmologistes, dans les plus de 600 000 par année. Alors que le salaire moyen au Québec, on est dans les 40 000 par année. Donc, on a vraiment une espèce de clique, une sorte de médicalocratie qui se croit tout permis. Et vu que la société québécoise est vieillissante, elle ne fait rien. Elle est comme intimidée par ces gens-là, puis elle les voit comme les grands sauveurs. Puis aussi le fait que, pour moi, le médecin a remplacé le prêtre. Curé, oui, c'est ça. Parce qu'autrefois, quand on regarde les romans, les films d'autrefois, quand il y a un petit-fils dans la famille qui devient prêtre, c'est la grande fierté de la famille. Mais là, aujourd'hui, ça a été remplacé par le médecin. Donc, le médecin, c'est la fierté de la famille parce qu'il a fait un doctorat, parce qu'il y a une cote R très forte, puis il y a un salaire très élevé. Donc, on a remplacé le prêtre par le médecin de la famille. Et donc, ça devient un être complètement intouchable. Comme le prêtre d'autrefois, on écoute sa morale, on écoute ce qu'il a à dire. Mais la différence qu'il y avait, qui est notable par rapport à autrefois, c'est que quand c'était l'Église qui s'occupait du réseau de la santé, c'était des gens qui étaient vraiment là par vocation et qui n'étaient pas rémunérés. Donc, c'était les sœurs et, c'était des gens qui étaient vraiment là par vocation, par amour du métier. Donc, tandis que là, on dirait que c'est vraiment la logique de rentabilité puis de profit qui domine beaucoup dans le réseau. OK, puis on règle ça comment? J'imagine que tu as une solution, Philippe. Oui. Tu m'appelles pas juste un problème, là. Il faudrait confronter notamment la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui est une fédération vraiment prédatrice et intimidatrice, il faut le dire, là. Qui est toujours en train de défendre ses intérêts, qui est toujours en train de dire qu'ils n'en gagnent pas assez et c'est correct de garder leur privilège. C'est un syndicat, c'est pas un ordre, c'est pas le Collège des médecins, c'est un syndicat. Leur job, c'est pas de protéger le public, c'est de travailler pour leurs membres. En effet, mais on voit qu'ils ont beaucoup de privilèges à garder. Puis, malheureusement, le gouvernement du Québec se fait facilement intimider par ces gens-là parce qu'ils n'osent pas confronter leur salaire, leurs primes, puis ça, la nouvelle stratégie. Il y aura toujours des nouvelles stratégies qui vont innover comme ça parce que quand on est rendu dans ces niveaux-là d'argent gagné, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours profiter de la naïveté des gens, finalement. Donc, ils vont toujours trouver des nouvelles stratégies, puis il faudrait que le gouvernement du Québec se confronte ça, finalement. Puis si on veut parler du problème plus général du réseau de la santé québécois, là, on a une conséquence concrète
du fait que le Québec ne gère pas l'ensemble de ses fonds publics et qu'il doit toujours attendre l'enveloppe du fédéral. Donc, le fait qu'on n'ait pas tout l'ensemble de notre argent, de nos fonds publics, fait en sorte qu'on doit toujours quêter une enveloppe, quêter l'argent. Puis, on sait très bien que le fédéral ne respecte pas l'entente de départ qui était de payer la moitié des fonds publics en santé. Donc, on est obligé de financer un réseau de la santé dont on n'a pas tous les moyens financiers dont un État normal devrait posséder, si on veut. Tu sais, la France a tous les fonds publics de son pays. Même chose pour les États-Unis, l'Angleterre. Mais le Québec envoie des dizaines de milliards de dollars par année au fédéral. Puis c'est le fédéral, c'est un autre peuple qui décide de qu'est-ce qu'il fait de notre argent. Et il décide de ne pas l'investir dans nos propres services. C'est normal. Et il essaie, on l'a vu en plus de ça, il essaie de mettre des conditions maintenant, le fédéral, pour nous dire comment dépenser ça. Moi, j'étais quand même contente que le gouvernement du Québec se tienne là-dessus. Tu me parles de la France, Philippe, j'ai envie de te lancer sur tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les émeutes. Là, il y a des députés qui ont refusé de condamner ces émeutes. Comment t'expliques ça? Mais là, c'est les députés de la France Insoumise, donc c'est un parti de gauche quand même forte, sous la férule de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est des députés qui sont souvent élus. Ben là, il y en a de plus en plus qui sont élus dans ce qu'on appelle les cités ou les banlieues troubles. Donc, c'est des lieux où, justement, c'est là que partent les émeutes, puis les guérillas, carrément. Là. Donc, ces gens-là ont un intérêt électoraliste à ne pas dénoncer les émeutes parce que ça vient de là. Ça? Ils endossent ces émeutes? Quasiment, Okay. parce qu'ils vont d'abord s'en prendre aux violences policières. Alors que, les violences qu'on a vues dans la dernière semaine, c'est surtout des violences de manifestants, d'émeutiers. Ouais. Donc, ils vont dire, on veut pas de paix avant la justice. Il faut la justice, pas la paix. Mais c'est parce que là, quand il y a eu des milliers d'incendies, de voitures brûlées, de boutiques pillées, quand il y a eu un maire qui se fait attaquer à la maison, sa femme est blessée, ses enfants sont blessés, à un moment donné, est-ce qu'on peut pas tasser un peu l'idéologie puis reprendre contact avec le réel? C'est la question, mais je pense qu'ils ne le feront pas finalement, parce qu'ils ont des intérêts électoralistes à garder cet électorat-là. Puis je trouve ça extrêmement malsain, parce que là, on se dit, si les choses s'aggravent, dans quel camp seront-ils? Parce que la France se dirige vers une sorte de guerre. Donc. Malsain, c'est le moins qu'on... Je pensais que les élus avaient comme un rôle d'exemplarité, puis d'appel au calme. Puis moi, je suis d'une grande naïveté politique. Mais c'est vraiment pas bon pour la suite à suivre, ça aussi. Non. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci. Merci. Ne ratez plus